Salut à tous, c'est Bangladeshno, bienvenue sur cette deuxième partie à la base d'éléments problématiques sur le corps et l'esprit, hein, les problématiques psychosomatiques. J'ai un petit peu dérivé sur plein de choses, vous verrez la première vidéo, mais là on va se focaliser, je le sais, je vais me focaliser. Parce que là, Lee, depuis tout à l'heure, elle se dit il est sympa, il dit plein de choses, mais on n'est toujours pas sur le thème. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose dans l'ouvrage donc 7 éléments qui pourraient être des dénominateurs, des éléments initiaux par rapport aux problématiques psychosomatiques. La première chose, c'est le conflit. Alors, je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, Silva voyait 3 facteurs de stress majeurs qui sont la culpabilité, la perte et la routine de ce que l'on déteste. D'accord ? Là, dans ce premier point que propose Le Cron et Chick, le conflit. Je trouve que cette notion avec le conflit est assez intéressant. Aussi bien le conflit de soi avec soi-même, mais que le conflit de soi avec les autres. Si on reprend cette notion Silva, la culpabilité, c'est un conflit avec soi la plupart du temps. La perte, c'est un conflit avec quelque chose d'autre de l'extérieur qui nous ramène à nous. Et la routine, c'est un conflit avec ses propres décisions. Donc, la notion de conflit, je trouve qu'elle est intéressante à prendre en compte. Ils mettent beaucoup, ils expliquent en fait que c'est très souvent associé à des codes moraux, à des codes sociaux. Donc, souvent, on va avoir des conflits par rapport à des valeurs, à des croyances, etc., etc. Qu'est-ce que toi, t'en penses, justement, de ce premier élément, le conflit comme étant source potentielle donc de stress et donc de conséquences psychosomatiques? Qu'est-ce que ça éveille comme réflexion et par rapport à toute ton expérience, Silva, qu'est-ce que tu en penses de cette notion de conflit? Est-ce que tu as eu beaucoup d'apprenants qui justement, tu voyais très conflictuels dans leur manière de se percevoir ou percevoir leurs possibilités? Comment tu vois ça, ou qu'est-ce que ça fait émerger en toi comme pensée? Alors, tout à part de la relation que tu as fait justement avec culpabilité, perte et routine qu'on déteste, comment est-ce qu'on peut avoir un conflit sans avoir du stress, effectivement? Et comme on a déjà vu, le stress est une des sources principales de la grande partie de nos maladies, même les maladies infectieuses, d'accord? Parce qu'on sait que le stress diminue l'efficacité de notre système immunitaire. Donc, oui, ça me semble évident que le conflit sera un de ces éléments. En fait, je me demande quels sont les 6 autres. Tu vas voir, ouais. C'est quand même évident, oui. Alors, là, si on prend cette notion-là, admettons qu'il y a des auditeurs qui se disent « Ah ouais, effectivement, j'ai un conflit avec moi-même, ou un conflit avec ma mère. » Alors, attention, hein, il y a des conflits qu'on maintient, mère, père, grand-père, hein, avec des personnes qui sont mortes. Ouais. Ça arrive très souvent. Ça reste un conflit. Comment toi, Silva, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent en conflit? Tu lui dirais de travailler sur quel outil qui, à ton avis, est pertinent pour le travail sur le conflit? Ok, mais quel conflit? Un conflit moral, un conflit avec les parents? Alors, on va faire 2 conflits. On va faire un conflit avec soi-même, donc souvent une espèce de culpabilité. Tu vois, moi, je vois beaucoup de culpabilité dans cette notion-là. Donc, on a fait quelque chose et moralement, on s'en veut. Ça peut être une vraie connerie, hein, quand on a vraiment déconné et on s'en veut, on n'arrive pas, on est en conflit avec nous-mêmes et conflit avec quelqu'un qu'on aime, un membre de la famille ou quelqu'un, un ami ou n'importe quoi. Allez, en prenant ces 2 exemples-là, comment tu conseillerais de travailler dessus pour un diplômé Silva? Ok, alors si c'est pour éliminer l'aspect conflit et créer une meilleure relation, moi, je dirais, alors d'abord aller à niveau vraiment et calmez-vous, parce que quand vous êtes en bêta, impossible de même penser à la situation sans se stresser. Donc, vraiment se mettre bien à niveau de base. Et puis, moi, je dirais 2 aspects. Communication subjective, expliquer à la personne justement
quel est vraiment quels sont les avantages justement de résoudre le problème, de ne plus avoir de conflit, d'être en harmonie, et puis miroir de l'esprit pour le visualiser. Pour voir, ça serait comme ça, pour au moins commencer à vivre la possibilité que c'est possible d'être en harmonie, sans conflit. Parce que souvent, on était en conflit, justement, comme tu dis, même avec les ancêtres, depuis tellement longtemps qu'on ne peut même pas s'imaginer sans conflit. Et c'est ça qu'on fait avec le miroir de l'esprit. On s'imagine dans une situation où on n'est pas actuellement. Et conflit peut être même comme la technique pour les habitudes. Conflit peut être une mauvaise habitude parce qu'on a une image de nous-mêmes, je suis toujours comme ça en conflit avec une telle. Donc, si on peut créer une nouvelle image et répéter jusqu'à ce moment où on croit que c'est vrai, on peut s'identifier avec, on peut vraiment changer beaucoup de choses. Si le conflit est plutôt, bon, alors lui, il dit ça, moi, je dis ça, qui a raison, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si c'est vraiment concret, c'est la technique du verre d'eau. Ouais. Oui, comme solution, mais là, c'est vraiment au niveau quotidien et concret. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation parce que nous sommes en conflit? D'accord? Ouais, c'est vrai que là-dessus. Il y a toujours une technique qui peut aider. Oui, mais justement, toi, je te pose volontairement ces questions-là parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être se dire: ah ouais, effectivement, moi, je me sens en conflit. C'est vrai que je suis assez stressé. Je sais pas, j'ai des raideurs à la nuque, tout et n'importe quoi. Et si on arrive à leur dire: regardez, vous pouvez utiliser ça de telle ou telle façon, je pense que ça peut vraiment apaiser les gens. Et parfois, c'est ce qui manque. Ils ont des idées, mais ils ont peur de faire des erreurs. Alors là encore, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique tant que vous sentez qu'elle correspond à vous. Il n'y a pas un bien. Là, en fait, ce que vous a proposé Lise, c'est ce qu'elle, avec son expérience, elle utiliserait. Moi, je suis assez d'accord avec Lise. Moi, j'aurais utilisé pareil, la communication subjective si c'est avec quelqu'un, mais j'aurais même utilisé la communication subjective avec moi-même, en m'imaginant, moi, dans ce rapport conflictuel, ce qui reviendrait un petit peu à une forme de thérapie des parties pour les personnes qui connaissent ça en hypnose, mais je serais vraiment allé sur une communication subjective avec cette partie de moi conflictuelle et surtout avec les personnes. Et je trouve que le travail, Lee nous avait donné un super exemple d'ailleurs, alors, je ne sais plus trop c'était quoi ta situation, mais je me souviens, je crois que tu étais aux USA, je crois qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans la journée avec un autre membre Silva. Tu étais un petit peu échaudé, un peu agacé, et le soir, tu as travaillé ça dans ta chambre, et le lendemain, à la place d'être en mode tension, vous avez communiqué de manière hyper saine et hyper agréable. Alors que tu m'avais dit, toi, ça t'avait marqué et touché. Et j'avais trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y avait un conflit potentiel, il y avait quelque chose qui aurait pu se monter en épingle et vraiment partir un peu en vrille, et tu avais bossé là-dessus. J'avais trouvé que alors, j'ai plus exactement, tu vois, tu m'avais expliqué cette situation-là. Ça te parle, cette histoire-là dont je te parle? Absolument. C'était la toute première fois que j'ai fait la communication subjective. Je n'avais pas tout à fait compris parce que mon intention, j'étais furieuse, hein, et mon intention, c'est je vais aller à niveau et je vais justement lui engueuler et exiger ses excuses. J'avais rien compris, mais quand on se réveille la nuit au moment optimal, la colère n'est plus là. On se réveille à un moment où on est beaucoup plus calme, on cherche du bien aussi pour l'autre. Et je trouve que c'est intéressant parce que si j'avais essayé de faire ça dans la journée, j'aurais exigé des excuses. Mais la nuit, je me suis réveillée presque, mais pourquoi je me réveille, etc. Et, oui, et la colère était totalement disparue. C'était la nuit, j'étais calme, je pensais justement à toutes les années que j'avais déjà connu cette personne et tout ce qu'on avait partagé ensemble. Et je dis, mais ça serait vraiment dommage qu'on reste en conflit. C'est génial, là, cette précision-là. Je sais que tu l'as déjà dit, mais il y a des moments, tu sais, je l'entends un peu différemment. Là, c'est vrai que j'aime bien là, ce que tu viens de préciser parce que vous vous souvenez, donc pour rappeler, parce que parfois vous ne l'avez peut-être pas utilisé beaucoup, donc ça ne vous vient pas en tête, mais vous demandez en gros de vous réveiller à l'horaire qui sera optimum pour avoir une bonne communication. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai beaucoup vu, toi, là, quand tu dis ça, je me suis dit, ça doit être optimum pour la personne, pour qu'on communique. Et là, ce que tu remets en avant, c'est pour nous deux, aussi bien l'émetteur que le récepteur.
Oui, où nous sommes connectés. Exactement. Mais ça, c'est intéressant parce que, en fait, ouais, ce que tu viens de dire est vraiment chouette, dans le sens où on n'est pas dans cette notion qu'on pourra peut-être avoir l'impression, et peut-être certains parents peuvent l'avoir, à se dire je vais faire de la communication subjective pour mes enfants, mais j'ai un peu l'impression que je manipule, il n'y a pas de truc. Mais justement, s'il y a cette intention de se dire je veux faire au mieux pour l'enfant, vous savez, le fameux ceci ou mieux, bah, si vous voulez faire ou mieux, euh, dans la demande que vous allez faire de vous réveiller, c'est justement pour que vous ayez un état d'esprit qui ne soit pas dans un état d'esprit inquisiteur à imposer votre idée, mais vraiment dans celui de conseiller, d'être qui aime et d'être optimum avec cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'au moment où on se réveille, se dire je suis quasiment programmé pour être dans une vraie bienveillance, une vraie attention et pas une espèce de tu vas faire ce que je te dis, petit quoi. C'est non, c'est je le fais en lien. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça redonne une valeur à, à l'exercice qu'on fait avant de dormir et surtout à la suggestion qu'on se donne. Je vais me réveiller au moment optimum de la communication, mais autant pour l'autre qui pourrait recevoir mon message que moi, qui ne vais pas aller dans un rapport égotique, un rapport de colère, un rapport en fait qui serait de facto mauvais pour la communication, mais je vais aller dans quelque chose où je suis moi-même assez éveillé avec moi-même pour avoir une belle communication et obtenir de quoi et donner de belles choses et pas juste être dans un truc centré sur soi et sa colère ou son conflit, tu vois, si on reprend notre notion. Ouais, c'est super intéressant, tu vois. Là encore, à force de répéter, je trouve que ça permet de comprendre certains aspects, de revoir certains aspects que peut-être on ne comprend pas toujours. Parce qu'on se dit, moi, j'ai mon objectif, c'est communiquer, mais on oublie qu'on est émetteur-récepteur. Et si moi, en tant qu'émetteur, je suis un mauvais émetteur, le récepteur, bah, ça ne servira à rien. Cool. Ouais, j'aime bien. Cool. N'hésitez pas à dire hein, si vous, dans votre façon de communiquer en subjectif, vous avez aussi cette notion à vous oublier, à vous dire bah, je me réveille, je communique. Alors qu'en fait, non, Lie, elle explique quoi là-dessus. Je trouve que son exemple est génial. J'étais en colère. Au milieu de la nuit, bah, j'ai plus aucune colère et j'ai même cette intention de ne pas casser une amitié. Donc, j'ai une vraie communication qui est constructive. Et ça, c'est cool. Génial. Deuxième chose dans les clés potentielles, c'est ce qu'il appelle motivation, que j'ai traduit moi comme bénéfice secondaire. En gros, le première phrase qu'il dit, c'est est-ce que la maladie ou le symptôme sert une cause, sert un objectif. En gros, quelle est la motivation de votre symptôme? N'oubliez pas, on est sur ce rapport psychosomatique, c'est-à-dire que votre corps est en train de faire émerger des symptômes, des pathos qui vous posent problème. Et est-ce que ça sert à quelque chose? On sait bien, il y a parfois des choses assez curieuses du genre très classique. J'ai un entretien hyper important demain, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment bossé, puis je me lève le matin, j'ai 40 de fièvre, je suis pas bien ou je fais que de vomir. Ah, pas cool. Et là, il y a peut-être un message. Est-ce que c'est de la peur, genre est-ce que je m'auto-sabote, si on reprend cette expression-là, ou est-ce que c'est non, il ne faut pas que tu y ailles. Le fait même de se poser la question est intéressant. Le problème, c'est que là, on n'aura pas la nuit en plus pour se faire un petit verre d'eau et se dire bon, allez, on va voir s'il y a une information. Mais je trouve cette notion d'aller vers quelle est il y a une motivation qui fait que je suis tombé malade. Là, on ne parle pas de grosse maladie, on parle vraiment d'un symptôme physio qui a été créé par ma tête. Sauf qu'il y a des moments où on ne sait pas trop si c'est pour me bloquer réellement ou c'est une espèce d'épreuve que je me fais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas évident. C'est pas évident quand on est timé, quand c'est dans la journée. Si à la limite, vous aviez 2-3 jours et que vous tombez malade 3 jours avant, il y a des choses à aller voir avec le verre d'eau, avec les rêves, vous pouvez vous poser plein de questions. Mais là, ça fait un petit peu short. On va en reparler un petit peu. La motivation derrière le symptôme ou la maladie, ah ça j'ai bien aimé, ouais, tu vois, je l'ai surligné, est fréquemment défensif. En fait, l'action qui conditionne cela est une protection.
J'aime bien cette notion-là. Tu vois, on vient plus sur. On peut développer des pathos ou des symptômes désagréables ou problématiques dans une intention, une motivation qui est en fait défensive. Donc, si je reprends mon exemple, ce matin, je me lève, j'ai mon rendez-vous hyper important et en fait, je fais que de vomir. Bon. Bah, si on prend cette notion dans ce sens-là, eux, ils partent du postulat qu'on le fait pour se protéger. Et c'est intéressant. C'est je me protège de quoi? Là, après, il y a des vraies questions. Parce qu'au final, on se fait mal pour se protéger contre un autre mal. Ouais. Qui doit être encore plus horrible. Exactement. Exactement. Alors après, on sait qu'on a des résistances. Hein. Parfois, c'est parce que ça va être un super poste, mais le problème, c'est que, je sais pas, je vois plus ma famille, je peux plus faire de sport, je peux plus voir de trucs. Et en fait, à moyen terme, j'ai capté qu'en fait, ça serait pas bon pour moi. Et c'est dur de se le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah non, mais je me suis auto-saboté, je suis pas capable de prendre les bonnes choses dans la vie. Quand il m'arrive un truc génial, je le foire. » Alors qu'en fait, peut-être, c'est un petit peu, tu sais, comme cette métaphore du berger chinois qui dit un de ses, je crois que c'est un de ses chevaux se barre de l'enclos et puis son voisin dit « Ah, t'as pas de chance ». Et il dit « Ah, bah, on verra bien, on n'en sait rien ». Puis le cheval, il revient avec quelqu'un. Puis il dit « Ah, bah, c'est super ». Puis il dit « On verra bien, on verra bien ». En fait, on ne sait pas trop les conséquences. Il y a des moments où on se dit « Non, mais c'était le poste de ma vie, je suis un crétin, je suis nul, je l'ai loupé, j'avais mal au ventre, je me suis saboté, je suis naze ». Et en fait, tu t'aperçois qu'en ne le faisant pas, peut-être tu as peut-être une autre opportunité. Et ou peut-être deux, si tu l'avais fait, tu aurais peut-être flanqué ta vie perso, ta vie amicale, ta vie familiale, autre, en l'air, et tu n'aurais pas été satisfait. Et ça, on ne peut pas le savoir. Malheureusement, on ne peut pas trop le savoir. Or, où on peut demander a posteriori des explications au travers des rêves, des explications. On peut se dire pourquoi j'ai fait ça. Parce que sinon, on revient à quoi? Au petit 1, culpabilité, conflit. Enfin, on revient là au conflit. Genre, mais je suis nul avec moi-même, je ne m'aime pas assez pour ceci, cela. Alors que si on a une explication, ou si on trouve une explication, on peut s'apaiser. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Oui, ça me fait beaucoup penser à la thérapie des parties, finalement. Parce que moi, je trouve que 7 fois sur 10, la partie veut protéger la personne, même si on doit le faire à travers un mal, mais le but, c'est de protéger. Mais ce n'est qu'une partie. Ouais. La partie n'a pas forcément raison. Hein. Peut-être pour l'unité de la personne, il faut y aller quand même. Donc, c'est comme ça. Quelquefois, il faut attendre après pour travailler plus profondément. Mais c'est fascinant. Hein. Mais comme tu dis, quand tu mentionnes, est-ce qu'on auto-sabote? Mais c'est pour ça que j'ai renommé la thérapie pour le public auto-sabotage. Parce que c'est souvent comme ça. Mais c'est un sabotage parce que c'est motivé pour une autre raison. Oui. C'est ça qui est difficile à tout à chacun, surtout dans une société judéo-chrétienne où on est hyper dans le guilt, tu vois, on est beaucoup dans la culpabilité. Genre, tu fais ça parce que, vilain. Oh. Alors, surtout chez nous, chez les latins, où on est très catho, tu vois. On est encore pire que les protestants. Nous, on n'en fait que de se flageller tout le temps. Tu vois, genre, mea culpa, mea culpa. Ouais, c'est exactement ça. Tu fais, et tu sens que c'est dans notre culture. Genre, ouais, mais j'ai fait ça parce que je suis mauvais. Il faut pénitence et tout. Ouais, détendez-vous, les gars. Et c'est là où je pense que la méthode est intéressante. N'hésitez pas, quand vous êtes comme ça, à ne pas vous énerver. Vous pouvez vous agacer, à vous dire « mais je recommence », mais posez des questions. Allez chercher de l'information à l'intérieur de vous. Il y a certainement quelque chose d'hyper intéressant et qu'il faut peut-être capter. Peut-être que, en plus, vous pouvez vous dire « Tiens, je vais le regarder du côté, quelle protection j'ai fait ?» Et une fois qu'on commence à comprendre peut-être qu'on se protège de quelque chose qui serait bien pire, comme disait Elie tout à l'heure, déjà, on peut se remercier et se dire « Ok, je fais attention à moi, mine de rien. » Même si, égotiquement parlant, d'un point de vue fantasmatique, genre « ma vie serait meilleure si… » Oui, mais tout ça, ça reste des projections. Ça reste, on n'en sait rien. Mais si j'avais ça, je serais trop heureux. Si j'avais ce poste-là, je serais trop heureux. Ouais, ça, c'est ce qu'on croit. Mais parfois, c'est pas vrai du tout. Donc, élément intéressant, motivation. Motivation qui pose problème et dès lors qui peut créer des symptômes. Troisième clé, ça serait l'identification. Donc,
là, il part du postulat qu'en fait, depuis notre enfance, on s'identifie à des choses qui sont proches de nous. Donc, on pourrait dire c'est la réponse à une suggestion qui nous a été donnée par soit verbalement, soit ce qu'on a observé. Nos parents fonctionnent comme ça, où on voit un système problématique de communication ou un système comportemental, type un parent violent, un parent absent, etc. Et on s'identifie au travers de ce qu'on est en train de percevoir. Et donc, cette identification, mes parents avaient mal au dos, ou mes parents, aucun de mes deux parents a dépassé 50 ans sans être malade, bah, cette identification, autosuggestion qui se répète constamment en train de dire dans ma famille, tout le monde, à chaque fois, gna gna, et on l'a beaucoup, hein, tout le monde a le diabète, tout le monde est ceci, tout le monde est obèse, tout le monde est ça, blabla, et on l'accepte tellement qu'on a un impact de la psyché sur le corps. Alors, oui, il y a des déterminants génétiques, on le sait, hein, ça existe. Oui. Et on n'est pas en train de nier, on n'est pas en train de dire c'est que dans ta tête que tu deviens obèse ou diabétique, hein, du tout. Parce que on a des facteurs génétiques. Néanmoins, toute personne qui est née de parents ou de famille diabétiques ne devient pas diabétique. Il y a des choix dans ta manière de manger, dans plein de choses qui fait que. Donc, cette notion, s'identifier à, est un des facteurs potentiels des causes, des problématiques psychosomatiques. Ah ouais. Alors là, j'ai pensé à José là parce que ça m'a fait sourire. Il met un moment quelque chose que j'ai trouvé assez génial et j'y avais jamais pensé. Alors nous, on l'a pas trop en France. Dans identification, il dit un truc. Il dit un des facteurs d'identification compliqué est celui avec le père. Quand le garçon, le jeune, on va dire, a le même nom comme John Jones Jr. Mais j'ai trouvé ça très très bien, tu vois. Oui, c'est vrai, on n'a pas tout ça en France. Oui. On n'a pas ça, tu vois. J'ai rarement eu des copains qui ont dit je te présente Junior. C'est genre un punk Junior. Tu vois, le premier fils de José s'appelle Joe Junior. Mais c'est pour ça, tu vois. Je me disais ah ouais, bon ça va, il a quand même eu une assez bonne identification. Et chose intéressante, c'est que Joe n'est pas du tout Silva, n'est pas du tout. Lui, son business, il l'a fait à côté. Il n'a pas fait la redite du père. Mais j'ai trouvé, même si c'est une idée, j'ai trouvé que c'était intéressant. Appeler junior est psychologiquement une pratique pas terrible qui promouvoit en fait un sentiment d'infériorité. Bah ouais, parce que Freud dirait faut tuer le père. Et là, si tu tues pas le père, tu es tout le temps papa en junior, papa en plus petit. Compliqué, hein. Compliqué. J'ai trouvé ça super intéressant en termes d'idées. Ok, bon, après c'est. Donc, alors, question. On arrive déjà à la fin de notre podcast. Il nous en reste 4, je crois, ou 3. Ouais, 4. Oui, on a fait 3. Donc, on fera les 4 la prochaine fois. Parce qu'il y a vraiment des trucs sympas et j'aimerais qu'on y passe un peu de temps. Excellent. Ouais, tu vas voir, c'est super sympa. Vraiment, je trouve que c'est sympa parce que ça nous fait réfléchir et ça nous fait vraiment nous dire, OK, là, avec Sylva, sur l'identification, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, l'identification est quelque chose de pas simple. On a quand même si on prend une sémantique Sylva que j'adore et j'utilise énormément, c'est un mot que j'utilise beaucoup, on a des références, on a des points de référence qui sont souvent associés à nos parents ou au système dans lequel on a évolué. Oui. C'est dur de se dire, waouh, mes points de référence, il faut que je les mette de côté alors que ça reste mes points de référence. On est dans un travail de création de nouveaux points de référence. Je suis capable, je reprends la personne qui est diabétique, de ne pas sucrer mon café. Je dis n'importe quoi. D'arrêter de sucrer, d'arrêter de prendre trop de ceci ou cela. Mais les points de référence, c'est mais moi depuis tout petit, je vois papa, maman ou la clope, tu vois, on peut avoir ça avec la cigarette, depuis je les vois fumer. Et pour moi, fumer, c'est normal, c'est un moment de lien, c'est un moment de plein de choses. C'est difficile de changer tes points de référence. Comment tu proposerais à quelqu'un de dire, voilà, j'ai des points de référence qui sont dissonants et j'aimerais créer de nouveaux points de référence? Bon, alors, s'ils savent déjà quels sont les points de référence qu'ils veulent, très bien, ils peuvent se programmer dans le miroir.
Mais d'abord, il faut quand même qu'on reconnaisse quelles sont les composantes de moi, de mon individualité, et quelles sont les parties que j'ai prises de mes parents, mais que je ne reconnais pas. Ouais. Et que je crois que c'est moi, mais en fait, c'est mes parents. Et là, je ferai la technique des rêves, hein, parce que là, on va vraiment très profondément dans notre psyché pour découvrir qui on est. J'ai utilisé la technique des rêves, par exemple, quand j'avais... c'était intéressant. C'était pas vraiment une maladie, mais c'était une sorte de... Je sais pas, j'étais lourde, j'étais fatiguée, etc. Et je me suis dit, mais c'est comme ma maman quand elle faisait... J'ai fait un rêve, et dans le rêve, oh zut, j'en ai plus... Je suis en train de traverser un dessert en tirant une armoire. et puis, je me rends compte, mais pourquoi est-ce que je tire cette grosse armoire avec moi? Elle est lourde, etc. Je pourrais le laisser derrière moi, je pourrais être fatiguée. Mais je vais voir quand même ce qu'il y a dedans. Et j'ai ouvert, et c'était plein de farine blanche. Donc, c'était partiellement l'habitude de ma maman, que je n'avais plus besoin de garder avec moi parce que c'était trop lourd. C'était l'armoire, toute grande, ancienne armoire en bois et tout ça. Mais c'était aussi ses habitudes de manger. Parce qu'elle mangeait beaucoup de pain blanche, de spaghettis. Génial, ouais. Donc, c'était une double réponse dans la rêve, tu vois. Génial. C'était partiellement, c'est pas toi, c'est les habitudes de ta maman, mais c'était aussi, c'est ça les habitudes que tu dois changer. C'est super. Ah ouais, ah, chouette. Ah, il est beau ton exemple là. Ah, il est très, très chouette. Ah, chouette exemple. Ah ouais. Mais j'aurais pas pu calculer ça moi-même. Non, je veux dire, évidemment, c'était moi-même, mais à un niveau plus profond, mon subconscient, mon inconscient intérieur, quand tu vois, a pu travailler avec. Oui. Ah ouais, c'est chouette, c'est très très chouette. Donc là, ça vous donne une idée pour les rapports d'identification. Effectivement, comme dit Lee, il y a des moments, ce qui est très dur, c'est déjà sortir du déni. Et effectivement, déjà consciemment sortir du déni, c'est pas simple. Si vous y arrivez un peu, tentez les rêves. Je pense que oui, effectivement, c'est très sympa, très très cool. Eh bien, génial. Donc, je vous rappelle les 3 points qu'on a vus, hein, le conflit, la motivation, l'identification, qui sont pour l'instant 3 clés à étudier pour les problématiques psychosomatiques. Lee vous a donné des super exemples et des super idées. N'hésitez pas à nous faire un retour, à dire tiens, j'ai testé ceci ou cela, ou tiens, j'ai l'impression que j'ai du conflit, ou que effectivement j'ai des motivations un peu particulières, etc. C'est cool parce que nous, ça nous permet aussi de vous donner un discours qui peut vous aider. C'est toujours l'objectif de nos podcasts. Vous donner plus d'infos, vous aiguiller sur des nouvelles notions. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, on a bien dépassé déjà. J'ai déjà rajouté en disant le rêve. Voilà. Ok, au top. Je vous rappelle, Pâques, 3 jours, Lee, Paris. Juin, Ultra. Et fin août, 4 jours, Paris, Lee. Pour les autres, vous avez les sites internet pour les Suisses, pour les Belges et pour les instructeurs Silva partout en France. N'hésitez pas à passer sur les sites, à les contacter, etc., etc. Il y a plein d'actions qui sont faites, hein, n'oubliez pas. Souvent, moi, j'ai des retours de personnes qui suivent Christian, qui fait plein d'ateliers et qui, en ce moment, fait beaucoup avec Marietta. N'hésitez pas à y aller. C'est une communauté, il y a plein de gens, c'est cool. Et n'hésitez pas à échanger vos points de vue, vos réflexions, etc. C'est bien pour tout le monde. Et ça permet de faire grandir l'état d'esprit et les réflexions comme on peut le faire avec Lee toutes les semaines. Si vous avez bien sûr des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be One, à très vite. Merci Lee, ciao, ciao. Ciao.